Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 23 avril, donc il y a eu un petit peu de temps entre le moment où j'ai clôturé le vlog précédent et maintenant. J'ai continué à lire, hein, c'est pas un souci, c'est juste que j'ai pas spécialement envie de reprendre la caméra tout de suite. Donc on va commencer par faire un petit update lecture, un petit point lecture, étant donné que quand je vous ai quitté la dernière fois, je n'avais pas fini le livre que j'étais en train de lire. Et donc, si vous m'avez suivi, je viens de lire les 3 tomes à la suite de la saga L'été où je suis devenue jolie. Donc j'ai lu les 3. Le premier, c'est justement L'été où je suis devenue jolie. Le deuxième, c'est L'été où je t'ai retrouvée. Et le troisième, c'est L'été devant nous. Donc j'étais presque à la fin du troisième quand je vous ai quitté la dernière fois. Donc là, je les ai terminés, tous les 3. Et franchement, je suis très contente de cette lecture. C'est une lecture qui se fait tout seul, très agréable, sans prise de tête. C'est plutôt une jolie histoire, même s'il y a quand même des choses assez tristes dans cette histoire. Mais je trouve qu'elle est quand même très sympa. Je la trouve totalement adaptée à des adolescentes ou à des jeunes adultes. Voilà, ça se lit très facilement, surtout cette édition-là, franchement. Chez Albin Michel, comme je vous l'ai dit, je la trouve... le format est top, l'écriture c'est bien aéré, ça se lit tout seul. Et ça a été très agréable. Et chose que je tenais à préciser et que je trouve très sympa dans ce livre, j'ai pas l'habitude de lire du young adult, donc je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire-là, c'est que déjà on suit Belly. Belly, au début de l'histoire, elle a 15 ans. À la fin, elle en a 21 ou 23, je sais plus. Mais en tout cas, donc on suit une adolescente dans ses amours d'été, et puis par la suite ça va pas durer que l'été. Donc voilà, on va la connaître au milieu de sa famille, au milieu de ses amis, donc on va même connaître sa meilleure amie. Et l'histoire va se dérouler comme ça, chaque été, enfin le premier été dans le premier livre. Dans le deuxième livre, c'est l'été suivant. Et dans le troisième livre, ça se passe 2 ans après le deuxième tome. Donc voilà, c'est quand même assez serré, mais ça se passe surtout l'été, même si après, dans chaque roman, on a des flashbacks qui nous racontent ce qui s'est passé avant le premier tome, donc durant son enfance, entre le premier et le deuxième tome. Et ensuite, dans le troisième livre, on a des flashbacks qui nous racontent ce qui s'est passé entre le tome 2 et le tome 3 en fait. Donc sur l'espace de 2 ans. J'ai trouvé ça très très bien fait. Dans le tome 2 et le tome 3, en plus, c'est fait sous forme de roman choral, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui sont racontés par Belly et quelques-uns, pas beaucoup, mais qui sont racontés par les garçons. Donc dans le deuxième tome, c'est Jérémia et dans le troisième tome, c'est Conrad. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça permet d'être dans la tête de tous les personnages et je trouve ça vachement plus immersif. Donc j'aime beaucoup. Et surtout, le point que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que Belly, pendant toute l'histoire, ou en tout cas la majeure partie de l'histoire, c'est qu'elle reste vierge. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien parce que souvent dans les séries qu'on voit, que ce soit sur Netflix ou dans d'autres séries, les jeunes filles, dès qu'elles ont leur premier petit copain, 16 ans, 17 ans, elles sont déjà plus vierges. Et j'avoue que moi, c'est pas que ça me choque, mais j'apprécie pas forcément. Et là, j'ai trouvé que c'est très, très bien d'avoir une jeune fille qui reste vierge malgré qu'elle a un premier copain, un deuxième copain. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, même si ses amis autour d'elle n'étaient pas vierges, mais elle était restée vierge. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Voilà. Donc c'est un roman, enfin c'est une trilogie même que j'ai bien aimée, que j'avais découverte en premier dans la série Netflix. Et je suis contente de l'avoir lue. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir la passer à d'autres personnes. Je sais que ma nièce a lu les 2 premiers tomes, mais elle n'a pas lu encore le troisième, donc je vais pouvoir lui passer. Et donc voilà pour ce premier point lecture. Ensuite, donc, je me suis pas arrêtée là. J'ai commencé un nouveau livre. Donc j'ai commencé le livre d'Alexis Lepsker, Le Mangeur d'âme, que j'ai emprunté à la médiathèque mercredi. Donc c'est un thriller. Je trouve que la couverture est franchement... Alors, il faut juste que je vous cache l'étiquette. Je trouve que la couverture est quand même vachement sympa. C'est une silhouette, plutôt une image du visage d'un homme. Et je sais pas si vous voyez, il fait un peu nuit, enfin en tout cas c'est sombre.
avec des sapins, on voit que c'est à la montagne et tout. Et voilà, je trouve que c'est une très très belle couverture. L'auteur, je ne le connais pas du tout, j'ai jamais vu. Le titre, Le Mangeur d'âme, j'en ai déjà entendu parler ces derniers mois, donc j'ai dû en entendre un avis, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, l'auteur, je ne le connais pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est l'édition Pocket. Et donc c'est un thriller. On a le capitaine ou la capitaine Elisabeth Guardiano et le commandant de Roland. En tout cas, voilà, il y a deux personnes, il y a une femme et un homme qui enquêtent. Alors ils n'enquêtent pas vraiment ensemble. Elle est là pour élucider des meurtres. Au début, c'est un double meurtre, deux personnes qui se sont entretuées. Et lui, il est là parce que il enquête sur une disparition d'enfants et il pense que c'est lié à cette affaire-là. Donc voilà, ils se retrouvent à enquêter sur la même enquête, même si c'est pas pour les mêmes motifs. Et du coup, ils vont s'entraider parce qu'ils vont partager en fait leurs ressentis, leurs idées et tout ça. Donc ça va leur permettre de cheminer ensemble. Et donc voilà, donc ça se passe dans un village ou une petite ville dans les montagnes. Ils ne disent pas où c'est, mais je pense que c'est plutôt vers la frontière franco-italienne parce qu'il y a quelques noms qui ont des consonances, je trouve, italiennes. Donc je pense que c'est voilà, vers les Alpes ou quelque chose comme ça. Et on ne nous dit pas à quelle saison c'est, mais ça doit être en hiver parce qu'il y a beaucoup de neige, il y a une tempête de neige, il fait très froid, voilà. C'est dans une ambiance assez un petit peu... je le ressens pas moi angoissante, mais l'enquêtrice, elle se dit tout le temps angoissée. Alors que moi, je ressens pas cette angoisse-là, en revanche. Mais voilà, donc il fait très froid, il fait très sombre. Apparemment, le village est assez angoissant aussi, très triste. Toutes les boutiques sont fermées. Enfin, voilà que c'est quand même pas... Ça respire pas la joie, quoi. Et en plus, donc, il se passe pas mal de meurtres. J'en suis à peu près à la moitié. Et au début, il y a un couple qui est retrouvé mort, mais vraiment un spectacle horrible. Il y a du sang partout sur les vitres, les murs, vraiment partout, partout, partout. Ils sont déchiquetés, mais vraiment déchiquetés. Et apparemment, ils se sont entretués. Il y aurait apparemment pas de meurtrier étranger à ce couple-là. On retrouve leur fils enfermé à la cave avec pas mal d'échymoses. Ils disent qu'il est un peu dérangé parce qu'il n'a pas les propos cohérents. Ils parlent d'un mangeur d'âme qui aurait fait ça. Enfin, c'est quand même assez glauque. Et après, il y a d'autres meurtres qui arrivent. Là, dans l'histoire, j'en suis au 3e meurtre. Et pour l'instant, en fait, ça avance pas ni du côté de la résolution des meurtres, ni du côté de la disparition des enfants. Honnêtement, pour l'instant, je suis un peu déçue. Ça me passionne pas. D'ailleurs, ça tranche avec les livres que j'étais en train de lire avant, où je les ai dévorés. Là, j'ai lu hier après-midi. Bon, hier après-midi, j'avais les enfants autour qui n'arrêtaient pas de m'interrompre. C'était pas forcément évident. Mais j'ai voulu lire hier soir avant de m'endormir. Et j'arrêtais pas de m'endormir sur le livre. Dès que je lisais 3-4 lignes, je me rendormais. Il fallait que je relise les lignes. Donc, c'était franchement pas très agréable. Mais voilà, au début, je m'étais dit, ouais, ça commence bien. Mais après d'avoir une succession de meurtres comme ça, et on n'apprend rien de plus, voilà, c'est bof bof. On apprend que le mangeur d'âme, apparemment, ce serait une légende locale, qui aurait un lien avec la religion, qui daterait du XIIIe siècle ou quelque chose comme ça, la fable, la légende. Mais on n'en apprend pas plus que ça non plus. Donc pour l'instant, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Je trouve pas ça top, top, top. Je sais pas combien il fait de... Il fait 360 pages. Et franchement, pour l'instant, je m'ennuie un petit peu. Au début, ça me paraissait super intéressant. Mais là, j'en suis à la moitié, je commence à m'ennuyer un petit peu. Donc j'espère qu'il va se passer d'autres choses assez rapidement, que ça va un petit peu bouger. Parce que sinon, je suis pas sûre que je relirai un de ces livres. Mais bon, j'avancerai, je vous dirai ce qu'il en est à la fin. Et je vais vous parler d'un truc aussi. Je vous avais dit que mon mari m'avait offert la trilogie, donc L'été où je suis devenue jolie pour mon anniversaire. Et une de mes sœurs m'a offert un abonnement à la Cube, donc c'est une box littéraire. Et
c'est un cadeau, donc je suis très contente. Mais si j'avais pu choisir, j'aurais pas forcément choisi celle-ci parce que celle-ci, il y a un livre, mais il y a des goodies avec, des choses qui sont pas forcément, soit forcément en lien avec les livres, soit utiles en fait. Donc voilà, c'est pas celle que j'aurais choisie, mais j'en suis quand même très contente et je la remercie si elle passe par là. Et donc je l'ai reçue la première hier. Alors, il y a deux possibilités dans les box cubes, j'aurais dû regarder le détail avant. C'est soit vous faites confiance à un libraire et il vous envoie son coup de cœur, soit vous pouvez choisir entre trois livres, je crois. Je crois que c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé avec ma soeur, c'est que quand elle a acheté la carte cadeau, en fait, au début, elle croyait que ça marchait pas. Et du coup, elle a refait l'opération, du coup, elle s'est retrouvée avec deux cartes cadeaux. Sauf que quand moi j'ai voulu activer, je pouvais pas en activer une et en activer une juste après pour continuer plus longtemps. C'est franchement pas évident. Et en plus, on peut pas utiliser deux mêmes cartes cadeaux avec la même adresse mail. Donc j'ai dû me créer deux comptes pour pouvoir utiliser les deux cartes cadeaux. Et du coup, dans un cas, j'ai choisi de faire confiance à un libraire, je crois. Et dans le deuxième cas, je crois qu'il faut que je choisisse tous les mois celui que je vais recevoir. Un truc comme ça. Et donc là, j'ai reçu la première hier. Et donc, j'ai reçu ce livre-là qui s'appelle L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. C'est un roman traduit de l'anglais par Jean-René Dastug et c'est aux éditions Babel Noir. Donc, je ne connais pas cet éditeur. Donc c'est ça qui est bien avec les box cubes, c'est que normalement c'est censé vous faire découvrir de nouvelles choses, des nouvelles maisons d'édition et tout ça. Donc c'est pas mal, ça permet de mettre en avant des auteurs ou des maisons d'édition vers lesquelles on ne se tournerait pas d'habitude. J'ai pas encore lu le résumé. Donc on dit que Babel c'est une collection de livres de poche. Ok. L'île des chasseurs d'oiseaux. Marqué par la mort récente de son fils unique, l'inspecteur Finn MacLeod est envoyé sur son île natale de Lewis, car un meurtre vient d'y être commis selon la mise en scène que celui sur lequel il enquête à Édimbourg. Okay. La tempétueuse île de Lewis, au nord de l'Écosse, semble sortie d'un autre temps. On se chauffe à la tourbe, on pratique le sabbat chrétien, on parle la langue gaélique. D'autres traditions particulières y perdurent, comme cette expédition organisée chaque été qui conduit un groupe d'hommes sur l'île aux rocheux inhospitaliers d'Ansker où ils tuent des milliers d'oiseaux nicheurs destinés à la consommation. 18 ans auparavant, Finn a participé à ce périlleux voyage initiatique. Il a ensuite quitté l'île et n'y est jamais revenu. Retourner là-bas, c'est retrouver un ami d'enfance, un premier amour, quelques camarades d'école de sinistre mémoire, c'est surtout prendre le risque de laisser surgir les souvenirs, de découvrir à quel point on n'a rien oublié. Un roman sombre et tourmenté, au suspense inexorable, plongé dans une atmosphère brumeuse qui doit autant au décor naturel qu'à l'âme des personnages. Ok. Et c'est le premier tome d'une trilogie, visiblement. Ouais. Ok. Donc c'est un Écossais, l'auteur, qui apparemment vit dans le sud de la France. Et il écrit plutôt des romans policiers, apparemment. Donc c'est quand même un assez gros livre, c'est un poche, mais il fait 420 pages, donc ça va. Bon, ça a l'air assez sombre quand même, donc je pense que je vais pas lire à la suite de ça par exemple, parce que là ça va faire un petit peu trop sombre trop longtemps, surtout que là en plus il pleut depuis hier, donc voilà. Donc voilà le roman qui était dans la cube, et comme je disais, il y a des goodies avec. Alors, il y a tout d'abord un marque-page avec le petit mot du libraire derrière. Donc le commentaire de votre libraire. L'île des chasseurs d'oiseaux est un livre passionnant, une enquête palpitante, une atmosphère et un cadre envoûtant. Une très belle écriture, une histoire de vie et de passé qui nous tient en haleine. Bref, un très bon polar. Belle lecture, Samuel. Donc c'est Samuel qui a choisi mon livre. Donc mon petit marque-page, bon ça on n'en a jamais assez. Hein. Ensuite,
On a un shampoing solide. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les livres. De la marque Respire. Ça tombe bien, celui-ci, je ne l'ai pas testé. Ouais, ça sent bon. Donc Respire, c'est une marque qui fait des produits cosmétiques solides, donc je connais déjà. Mais j'ai jamais testé. Pour cheveux normaux. Ensuite, on a des sachets de thé. Bon, le thé, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai beau essayer, mais j'aime pas le goût du thé. On en a un thé vert saveur ananas vanille et un saveur bergamote citron vert. Thé noir. Donc, je sais pas si je vais les goûter ou si je vais les donner parce que je pense que sinon je vais gaspiller. Ensuite, on a même des gummies pour le sommeil. À base de mélatonine et de plantes, goût fruits rouges. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Voilà, pour bien dormir. On a ensuite une carte postale qui est une carte de remerciement. Donc si vous voulez envoyer un petit mot de remerciement au libraire qui a choisi. Mais bon, elles ne sont pas affranchies, donc c'est à vous de la franchir. Ensuite, on a un poster à colorier. Où est le rapport? Je ne sais pas. Un poster qui n'a rien à voir avec le livre. Il y a des aliments, des choses à manger. Voilà. Et ah ouais. C'est un clin d'œil parce qu'il y a un livre de cuisine qui va sortir visiblement. Et il y a une recette de gâteau chocolat et courgettes. Voilà, bon. Je garderai la recette et je vais donner le coloriage à vos enfants, je crois. Voilà, voilà. Et enfin, on a un petit truc à la fin. La préface Cube. Votre rendez-vous littéraire mensuel est de retour avec un nouveau format. Donc c'est un petit journal. On a un édito, une chronique. Ouais. On a un petit papier aussi sur les presses de la cité. Une page pause bien-être. Qui parle de sophrologie dans celui-ci. En 5e page, on a un petit truc aussi sur un libraire. Donc là, c'est Nicolas Lanturier. Donc on nous parle de lui et on nous donne l'adresse de sa librairie. Ensuite, on nous parle de qui? Ah oui, d'autres libraires. Ok, il y en a 4 au total. Claire, Mélanie et Katia. Et enfin, un challenge, un podcast à votre écoute. Donc visiblement, Cube fait aussi des podcasts, c'est nouveau. Voilà. Donc là, c'est la Cube originale, mais il existe différentes box. Il y a les box pour les enfants, il y a le 2 à 5 ans, je crois, 5 à 7 ans et 7 à 11 ans, je crois. Et il y a aussi la Cube dessinée maintenant, pour les bandes dessinées. Jeunesse ado de 12 à 16 ans. Voilà. Franchement, ça me tentait bien pour les enfants de leur prendre pour leur anniversaire, mais c'est quand même un coût assez important, je trouve, pour... Donc je sais pas encore. Je vais y réfléchir, peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour Noël prochain, je sais pas, ou pour leurs anniversaires, c'est à réfléchir. Mais donc là, c'est la Cube, mais moi, celle que j'avais repérée, c'était une autre. Comment elle s'appelait? Je me souviens plus, je vous mettrai le titre en bas ou dans la barre d'infos, parce que j'en avais vu une autre qui m'avait l'air plus intéressante, peut-être même moins chère, où on pouvait choisir si on voulait recevoir un livre, ou 2 livres, ou 3 livres chaque mois. Enfin, il y avait plusieurs formules disponibles. Et je trouvais ça plus intéressant, peut-être plus collé à ce qu'on aime. Mais je suis quand même très contente d'avoir reçu la Cube, d'avoir reçu surtout ce cadeau de ma soeur. Donc voilà. Voilà pour ce petit point de début de vlog. Donc là, on est dimanche, il pleut, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Donc je pense que je vais pouvoir lire un petit peu aussi. Je vais jouer un peu avec les enfants aussi parce qu'ils m'ont demandé tout à l'heure. Donc
on va faire ça. Mais vu que c'est les vacances, c'est notre premier week-end de vacances, donc on y va mollo, tranquille. Hier, pareil, il pleuvait, donc on a fait un petit peu tout ce qu'on voulait à la maison. Moi, j'ai lu, les enfants, certains regardaient un dessin animé, d'autres ont joué à la console, enfin voilà. Chacun a fait ce qu'il veut, là, c'est le premier week-end. C'est lâcher prise. Et on verra ce qu'on fait dans les jours prochains, mais moi, aujourd'hui, je pense que je vais avancer dans ce roman parce que bon, j'aimerais bien savoir pourquoi, quel est le lien entre ces meurtres et cette disparition d'enfants. J'ai l'impression que c'est pas lié, et pourtant c'est censé être lié. Et surtout, ces meurtres, en fait, ils sont bizarres. Ça a l'air d'être des suicides, ou en tout cas d'être le premier meurtre, ils se sont entretués apparemment. Le deuxième, ça a tout l'air d'un suicide, mais en fait, ça a l'air invraisemblable qu'une personne puisse se suicider comme ça. Donc. Et en même temps, il n'y a pas d'aide extérieure parce qu'il n'y a aucune trace d'une autre personne qui soit passée dans le coin. Donc voilà, ça aurait pu tourner à du surnaturel, mais vu qu'il y a cette légende locale, c'est pas du surnaturel. Voilà. Ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, donc voilà, c'est assez bizarre en fait. J'attends de voir comment ils vont tourner ça à la fin, mais ça me paraît compliqué de faire une fin claire et qui réponde à toutes mes questions. Ça m'a l'air assez bizarre, assez tordu. Voilà, donc moi je vais boire mon infusion dans ma tasse que mon autre sœur m'a offerte. Grande tasse. Et après, je vais redescendre pour lire à côté des enfants. Et je vous reprends demain ou après-demain, suivant le moment où j'aurai fini. Alors, on est lundi, je viens vous faire mon petit topo sur le livre que j'ai terminé hier soir, Le Mangeur d'âme. Je me suis couchée un petit peu tard, je me suis couchée à 1h du matin pour pouvoir le finir. Honnêtement, j'avais envie de me débarrasser. Hier soir, j'ai eu 3 heures à la suite. J'ai commencé à 22h, j'ai fini à 1h du matin. Et la fin est pas mal. C'est loin d'être un coup de cœur. Honnêtement, je pense pas que je relirai un livre de cet auteur. Comment vous dire? Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi je n'ai pas aimé. Déjà, un mélange des crimes horribles avec des enlèvements d'enfants. Les deux combinés, déjà, je trouve ça assez moyen. Et c'était long. Voilà, il fait combien de pages? Il fait 200... Ouais, on va dire qu'il fait à peu près 350 pages. Et en fait, c'est les 70 dernières pages où il se passe des choses. Au début, il y a les meurtres et tout ça. Bon, ça se déroule normalement, on met en place l'ambiance, l'histoire et tout ça. Mais au milieu du roman, ça tournait en rond en fait. Il se passait plus rien. Ça avançait pas, ni sur l'enquête des meurtres, ni sur l'enquête des disparitions. À un moment, vers la page 250, je me dis « Ah tiens, je pense que c'est ça ». Et en fait, c'était pas ça du tout, j'étais complètement à côté de la plaque. La fin est pas mal, elle explique tout. Mais j'ai trouvé que c'était mal amené. Je pense que en fait, la fin a été bien, mais il aurait fallu revoir le début et le milieu du livre pour que ça devienne un peu plus intéressant parce que du coup, on s'est posé moi, je me suis posé plein de questions et c'était carrément à côté de la plaque. Et surtout, c'était ennuyeux. Les deux personnages principaux, Guardiano et De Roland, c'était intéressant, leur histoire. Et pareil, il y a un rebondissement concernant un des deux à la fin du livre que j'ai pas vu venir. Je me suis douté qu'il y avait un truc bizarre avec un des deux au milieu du roman. Mais je pensais pas à ça non plus. Mais voilà, je vais pas lui mettre un 5 étoiles juste parce que les 100 dernières pages étaient pas mal. Donc je pense que celui-ci, il aura que 2 étoiles. Voilà, heureusement qu'il n'était pas si long que ça, heureusement qu'il faisait que 350 pages parce que je pense que sinon je l'aurais peut-être pas terminé. Donc voilà, déçu par ce thriller. Franchement, autant la couverture je la trouvais vraiment bien et tout. Le Mangeur d'âme, même le titre, mais en fait bof. Voilà, je trouve que je m'attendais à quelque chose de plus recherché. En fait c'était tout bête. Donc voilà, donc je le ramènerai à la bibliothèque demain, il fera sûrement le bonheur de quelqu'un d'autre, mais il n'a pas fait le mien. Et du coup, ce soir, je vais pouvoir commencer un nouveau livre, enfin, j'espère.
Et j'ai choisi donc dans ma bibliothèque La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. Je l'ai acheté le livre à Cultura au mois de janvier. Et bah voilà, je pense que c'est le temps de le lire parce que bon, j'ai pas envie de garder des romans trop longtemps comme ça sans les lire. En plus, il y a des petites fleurs de, je pense, de cerisier, donc je trouve que c'est le bon moment, on est au printemps. Voilà, je le trouve très joli. Le résumé, je sais plus si je l'avais lu, je pense pas. Ah si, je l'avais lu. Je vais vous faire vite fait le début du résumé, je vais pas tout vous lire. La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame, la retraite de son mari, car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables et des voisins insupportables. Donc c'est censé être une comédie, donc je pense que ça va me faire du bien après le thriller que je viens de lire. Et donc voilà, donc je le commencerai ce soir, je viendrai vous en parler plus tard. Et là je vais me dépêcher de redescendre parce que je sens que c'est la guerre entre les enfants. Salut, nous sommes à mardi. Finalement, hier soir, je n'ai pas commencé le livre d'Aurélie Valognes. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas de le repousser, celui-ci. La couverture me fait très envie, mais pourtant, je sais pas. Il y a plusieurs fois où je pensais le lire et finalement j'en lis un autre. Et finalement, en fait, au moment d'aller coucher mon fils, j'avais envie de lire. Mais comme c'était un livre papier, bah, je ne peux pas le lire dans le noir. Et du coup, j'avais envie de lire sur liseuse. Et je me souvenais que j'avais quelques livres qui m'avaient l'air assez sympas sur la liseuse aussi, que j'avais déjà téléchargé. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai ressorti ma liseuse qui n'avait d'ailleurs presque plus de batterie. Et je me souviens même plus du titre. Je vais vous dire ce que je suis en train de lire. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs. Mais c'est de qui? Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, Levasseur. Voilà, c'est elle l'auteur. Et je sais pas combien. Il fait 400 pages à peu près. Mais je n'ai pas lu le résumé, donc je ne vais pas vous le lire non plus. C'est vraiment le titre que j'ai trouvé très poétique et la couverture qui m'ont donné envie de le lire. Je l'ai emprunté avec Prime Reading sur Amazon. Donc voilà, donc je n'ai rien payé et ça c'est chouette. Je n'ai lu pour l'instant que 4 chapitres, mais franchement c'est une lecture très très agréable. Je vais vous dire ce qui se passe dans ce début de livre. Donc je pense que ça va être une histoire entre deux personnes. Lina qui est d'origine chinoise, qui est née en France, et Balthazar. Ils se sont rencontrés au lycée, ils ont été en couple pendant 4 ans et en fait tous les opposaient. Personne pensait qu'ils allaient rester ensemble et en fait c'était un couple très uni, très soudé, très complémentaire. Et du jour au lendemain, Lina a décidé de mettre un terme à leur relation. Du jour au lendemain, en disant à Balthazar qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne pouvait plus continuer, tout ça. Et forcément, lui, ça l'a anéanti. Elle, on comprend que en fait, c'était pas du tout ce qu'elle ressentait, mais il y avait une raison pour laquelle elle voulait rompre. Et on ne le sait pas encore, mais on va le savoir... je pense, dans ce roman justement. Donc ça c'est vraiment les premières pages. Et après, donc ça c'était quand ils avaient 18-20 ans je pense. Et après on retrouve Balthazar beaucoup plus tard, 15 ans après. Et il est pro-gamer, donc joueur professionnel de jeux vidéo. Il va un peu partout dans le monde, il n'a pas d'attache. Quand il revient dans son appartement parisien, finalement il n'y est que quelques semaines par an. C'est principalement pour relever le courrier et tout ça. Mais on voit qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il n'est pas bien dans sa vie, qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et au bout de 15 ans, il reçoit 2 lettres. Une lettre de Lina, justement, dans laquelle il lui dit qu'il faut absolument qu'elle le voie, qu'elle a quelque chose de très important à lui dire, et qu'il faut qu'elle lui dise en face. Et la deuxième lettre, c'est une lettre d'un notaire qui lui dit qu'il faut qu'il vienne le voir
pour la succession de Lina. Donc il dit succession, ça veut dire qu'elle est morte. Et en fait, ces 2 lettres, elles avaient, je crois, 4 mois d'écart sur le cachet de la poste. Et lui, il les a ouverts en même temps parce que ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu dans son appartement parisien. Et même s'il était revenu entre-temps, visiblement, il n'avait pas ouvert son courrier. Et du coup, il découvre d'un seul coup que non seulement elle voulait le voir, mais en plus, qu'il n'a pas pu être là parce qu'il est décédé avant. Et du coup, il va aller justement à Dijon, voir le notaire qui va lui expliquer donc, pourquoi il le convoque. Et donc voilà, donc il apprend que Lina est morte, son amour jeunesse, son grand amour. Et enfin, ça c'est ce qu'on devine. Et du coup, il va se rendre sur la tombe et du coup, ça va le replonger dans ses souvenirs. Et en fait, le notaire va lui remettre une lettre de Lina pour Balthazar, qui est une très longue lettre. Et là où j'en suis, il commençait à la lire. Donc je ne vais pas vous dire la suite, déjà parce que je ne la connais pas, mais aussi parce que je pense qu'après, c'est vraiment le cœur du roman qui va se mettre en place. Et ça m'a l'air, honnêtement, d'être un très joli livre. Une très jolie histoire, on n'en est qu'au premier chapitre, comme je vous dis, j'en ai lu que 4 chapitres, mais ça m'a déjà touchée, alors que ça a l'air d'être un livre tout simple, mais je sais pas, ça m'a l'air d'être quelque chose de très touchant, très poétique, et donc j'ai hâte de le continuer, et en plus comme c'est dans ma liseuse, je vais pouvoir le lire n'importe où, n'importe quand, et ça c'est trop bien. Voilà, donc j'espère que le roman va être aussi chouette que le début, et je reviendrai vous en parler bien sûr dès que je l'aurai fini. Autre chose, j'ai des romans à aller récupérer. J'ai fait des commandes vintage, je crois, la semaine dernière, qui sont enfin arrivés au point relais. Il y en a 2 dans 2 points relais différents. Ça c'est un peu embêtant, j'avais choisi le même point relais, mais visiblement le premier n'était pas disponible pour le second colis, donc ils m'ont envoyé beaucoup plus loin. Je sais pas pourquoi ils prennent pas un autre point relais de la même ville. Il y en a 2 des disponibles, mais je sais pas, depuis quelques temps c'est un petit peu l'anarchie. Mais voilà, je vais aller les récupérer tout à l'heure. J'attends juste que mon fils se réveille parce qu'il a enfin fait la sieste. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il soit malade cette nuit. Dure journée. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement, ce sont les vacances. On n'a pas eu le besoin de se lever hyper tôt. Donc voilà, donc super début de lecture. Je reviendrai tout à l'heure vous montrer les achats que j'ai faits. Pour les enfants et pour moi. Voilà. Et il y a aussi un autre truc que je voulais... D'habitude, je fais pas de challenge et tout ça. Je trouve qu'en général, ils sont trop compliqués. Il faut avoir une énorme palle et plein de sortes différentes de livres pour pouvoir les faire. Et ce matin, je suis tombée sur une vidéo de Madame Errance. Oui, je crois que c'était la première fois que je suis tombée sur une vidéo de cette fille. Et elle met en place pour la 2e fois un challenge qui s'appelle Flowers Book Challenge. Donc challenge livre avec des fleurs. Et il m'a l'air tout simple et assez sympa. Finalement, il faut choisir 7 livres à lire sur 2 mois. Ça commence le 1er mai, ça se finit au 1er juillet. Donc je trouve que c'est largement raisonnable. Et c'est en lien avec 7 fleurs, si je ne me trompe pas, il faudrait que je revoie la vidéo. Et du coup, chaque fleur est associée soit à une couleur, soit à un thème. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je sais pas, je vais re-regarder sa vidéo pour noter les infos et je sais pas si je me lancerai ou pas parce que comme vous le savez j'ai une toute petite palle donc je sais pas si ça sera faisable, mais moi qui aime beaucoup les fleurs et tout ça, je me dis que pourquoi ça peut le faire, ça peut mettre un petit peu de piment dans mes lectures et m'emmener vers des chemins vers lesquels je vais pas forcément d'habitude. Voilà, bon, je vais lire mon petit café, prendre ma petite lecture, je vais me poser un peu dans le salon pendant que les enfants sont tous calmes. Et puis après j'irai chercher mes colis et tout ça. À tout à l'heure. Mais voilà, donc j'ai pu les récupérer mes colis. Et donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc pour les enfants. Je vous en ai déjà parlé. J'ai découvert, je ne sais plus sur quelle chaîne, Nevermore. C'est une trilogie en 3 tomes de Pocket Jeunesse. La couverture est magnifique, je trouve. Même si c'est pas pour ça qu'on l'achète. Mais donc c'est une trilogie en 3 tomes. J'ai réussi à trouver pour pas trop cher les 2 premiers tomes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le 3e tome. Mais je vais attendre de voir déjà si mes enfants apprécient cette série. Parce que bon, s'ils l'aiment pas et que j'achète les 3, ça sert à rien.
Mais là, j'ai réussi à avoir les deux pour pas trop cher. Au début, j'avais acheté juste le premier, mais la personne ne l'a jamais envoyé, donc la commande avait été annulée, donc j'ai recherché une nouvelle fois. Et franchement, c'est des livres qui sont quand même assez chers à la base. Là, il n'y a peut-être pas le prix. Ouais, il n'y a pas le prix, mais si je me souviens bien, quand j'avais regardé pour l'acheter neuf sur Amazon, ils étaient à 18 euros. Ouais, je crois que c'est ça. Entre 15 et 18 euros, donc c'est quand même assez cher pour un tome. Et là, je les ai eus. Combien je les ai payés? Je crois que j'ai payé 15 euros pour les deux tomes. Je crois que c'est ça. Au début, ils étaient à 18 euros ou 20 euros. J'ai réussi à négocier à 15 euros pour deux tomes. Ce qui est déjà pas mal. Au moins, comme ça me permet d'économiser sur les frais de port. Parce que si j'avais juste pris un tome chez l'une et un autre tome chez une autre, j'aurais payé deux fois les frais de port. Donc ça, au moins, c'est fait. Donc, j'ai pas trop le résumé parce que je me souviens plus très bien de l'histoire. Je vais juste vous lire ce qui est écrit derrière. Morrigan Crew est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà, donc je pense que ça peut être sympa. Le Time Magazine dit que c'est une aventure Harry Potteresque. Ça a gagné l'histoire a gagné le prix du livre enfant de Waterstones en 2018. Ils ont gagné plusieurs prix. Et The Observer dit un halo de succès baigne ce premier roman enchanteur, un film, une tornade d'éditions étrangères et une avalanche d'éloges critiques et publics. Et les compliments sont mérités. Donc ça a l'air d'être une série fantastique assez sympa pour les enfants. Je ne sais plus à partir de quel âge c'est. Je crois que c'est 10 ans, quand j'avais regardé, je crois que c'est à partir de 10-11 ans. Donc j'en ai au moins deux de mes enfants qui peuvent le lire et je pense que les troisièmes... Alors ma fille de 8 ans, quand elle avait vu le livre, quand je l'ai déballé, elle me dit « Oh, mais c'est énorme !» Elle pense que si un livre est gros, c'est forcément très très long à lire, alors que pas forcément. Ça peut être des fois plus rapide à lire qu'un livre qui est en petit format, mais est écrit tout petit. Donc j'ai essayé de la rassurer, mais bon, on verra. Après, c'est le format du Cochon de Noël de J.K. Rowling que je leur avais lu en roman de Noël, il y a pas Noël dernier, mais Noël d'avant. Et je leur avais lu un chapitre chaque jour. Et là, tout à l'heure, ils m'ont dit « Ah, moi, j'aimerais bien que tu nous lises à voix haute. » Donc, peut-être que cela, je leur lirai directement. Je sais pas encore, parce qu'honnêtement, j'aime pas trop lire à voix haute. Quand c'est une petite histoire pour les deux petits, ok. Mais de là à lire un roman à voix haute, pour Noël, j'avais fait l'effort, mais là, je sais pas. Je sais pas encore. Donc, soit ils se lancent tout seuls pendant les vacances, qui serait chouette, soit je leur lirai à voix haute. On verra comment on fait. Donc, voilà pour les enfants. Et pour moi, je me suis acheté 3 livres. Alors, je cherchais surtout un livre de Karen Pond parce que je l'ai découverte la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et j'ai adoré son humour. C'était un roman de Noël et je voulais découvrir ses autres romans. Et sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci de Karen Pond. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Donc aux éditions Pocket. Et franchement, la couverture, le titre avait l'air très sympa. Et maintenant que je connais la plume de l'autrice, je me dis que ça peut être vraiment très très sympa. C'est un roman qui n'est pas très long, il ne fait que 300 pages. Donc voilà, ça se lit vite ce genre de roman. Donc comme j'ai pas lu le résumé, je vais vous le lire mais pas en entier. À 30 ans, on n'imagine pas que l'on peut perdre sa meilleure amie. C'est pourtant le drame que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie. Juste avant de mourir, celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse, vivre sa vie pleinement pour elle deux. Elle y tient, alors Molly accepte. Je ne lis pas la suite, j'ai envie d'avoir le suspense, surtout que c'est un roman qui fait que 300 pages, donc j'ai pas envie qu'on me spoil. Mais ça m'a l'air très chouette. Donc, Karen Pont. Et sur la même boutique, donc de la même personne, pour économiser toujours sur les frais de port, j'ai regardé ce qu'elle proposait d'autre. Et j'ai vu qu'elle avait un livre de Françoise Bourdin. Et ça faisait quelques semaines, déjà quelques mois, que j'avais envie de retourner vers Françoise Bourdin. C'est une autrice que je connais depuis toujours parce que quand j'étais enfant, adolescente, ouais, même enfant,
c'est le genre de livre que je lisais. À l'époque, je lisais pas forcément des romans jeunesse, à part ceux que je trouvais à la bibliothèque de l'école. Mais je me souviens que quand j'allais faire les courses avec ma mère, euh, elle allait faire les courses et souvent je me retrouvais au rayon livres de Leclerc. Et je revenais souvent avec ce genre de livre. Françoise Bourdin, c'est le genre d'autrice que je prenais souvent et que ma mère était d'accord pour m'acheter. Et c'est le type de livre que je lisais en un week-end ou en un mercredi. Donc ça me rappelle de très bons souvenirs. Et là, le titre, c'est Le choix des autres. Je ne le connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Aux éditions Pocket aussi. Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner. Ils vivent sous le même toit dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse. Amis depuis le lycée, les deux garçons passionnés de montagne ont entraîné leur famille au cœur des Alpes de Haute-Provence et depuis, 4 adultes et 2 fillettes vivent en harmonie à 900 mètres d'altitude. Je ne lis pas la suite, je pense que c'est suffisant. Voilà, l'image, c'est dans la neige. On voit 4 personnes, je pense 4 adultes qui sont dans la neige, en plein hiver parce que les arbres sont dénudés. Donc voilà, ça me fait très envie de retourner vers cette autrice. Donc j'ai hâte de le lire. Et enfin, un titre dont j'ai pas mal entendu parler, notamment dans mon groupe Facebook, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Voilà, donc je n'ai jamais lu de roman de cet auteur, mais j'ai entendu beaucoup à propos de ce livre-là, beaucoup de bonnes critiques, toujours des éditions Pocket, donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire et pour l'instant je n'étais pas encore tombée dessus. Je vois que celui-ci est corné, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est... je sais pas. Alors, un petit résumé. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la presse locale? Alan Carlson, chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et une chose en entraînant une autre, notre fragant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance à un membre de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée Sonia. Ça promet. À mon avis, ça va être assez rigolo à lire. Celui-ci, il a l'air plus long. Il fait 500 pages. Et celui de Françoise Bourdin, il fait 350 pages à peu près. Ouais. Alors, on est plus près des 400. Ouais. 370 pages. Donc, c'est des romans, les deux premiers, qui vont se lire assez vite. Celui-ci est un petit peu plus long, donc après, ça dépend. Si c'est vraiment très drôle, en général, on a envie de les lire très très vite. Donc voilà, je suis très contente de mes 3 nouvelles pépites que j'espère lire assez vite. Je pense que ce sera sûrement un des 3 que je lirai après ma lecture du moment. Voilà, je vais aller les ranger avec les autres. Ranger les livres des enfants dans leur bibliothèque, mais là pour le coup, déjà qu'on n'a plus de place, mettre 2 gros romans comme ça va pas être simple. Mais on va leur trouver une petite place et je pense que je vais devoir faire le tri encore dans leur bibliothèque, voir ce qu'ils ne veulent plus. Ouais, je pense qu'on va faire ça pendant les vacances. Leur demander leur avis. L'autre fois je l'avais fait toute seule, mais peut-être que eux ont envie d'en débarrasser d'autres, on va voir. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprendrai quand j'aurai fini ma lecture du moment. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi. Je reviens pour vous parler de ma dernière lecture. Je vous avais quitté, j'avais commencé un e-book qui s'appelle C'est la pluie qui fait grandir les fleurs de Marjorie Levasseur. J'ai beaucoup de mal, à chaque fois je veux l'appeler Virginie, c'est Marjorie Levasseur. C'est un roman auto-édité. Je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est-à-dire que c'est un livre que vous n'avez pas trouvé partout. Donc moi je l'avais avec Amazon dans le Prime Reading, donc je l'ai emprunté, donc il ne m'a rien coûté avec mon abonnement. Et donc je vais vous parler du résumé et aussi de ce que j'en ai pensé moi.
déjà comme vous le savez, je choisis souvent mes lectures par le titre et la couverture du livre, et je lis rarement le résumé. Et là, ça a été le cas, je n'ai pas lu le résumé. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on est sur l'histoire de... On a 4 personnages principaux. On va dire que Serena est le personnage principal parce que tout tourne autour d'elle. En fait, Serena, c'est une jeune fille de 14 ans qui vient de perdre sa mère qui était malade, qui s'appelait Lina, qui était française d'origine chinoise. Et en fait, dès le début du livre, on a une lettre de Lina qui explique qu'elle a rompu avec Balthazar quand ils avaient 18 ans ou 20 ans, au bout de 4 ans d'amour. Et elle a rompu avec lui sans vraiment lui donner de raison, en tout cas pas les vraies raisons. Lui avait envie de faire... il avait un rêve en fait, et elle était très amoureuse de lui, mais en fait elle avait peur qu'il renonce à ses rêves pour elle, ce qu'elle ne voulait pas puisqu'elle était très très amoureuse de lui. Donc elle a préféré rompre avec lui pour qu'il puisse partir aux États-Unis, vivre son rêve, et elle restait en France. Et en fait elle a découvert qu'elle était enceinte. Et donc elle savait que si elle lui disait ça, il renoncerait à tout pour elle. Et elle refusait qu'il fasse ce sacrifice pour elle. Donc elle a choisi de le taire, elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Elle a mené sa grossesse. Et du coup, elle a eu une petite fille qui s'appelle Serena. Je ne peux pas trop vous en dire plus sur cette période de cette période de sa vie, parce que sinon je vais vous révéler des choses du roman, après ça sera moins agréable. Et donc dans ce livre, on a Serena qui vient de perdre sa maman, et sa maman a tout fait en sorte qu'après son décès, elle ne se retrouve pas seule. Parce qu'en fait, elles ne sont que toutes les deux. Lina et sa fille Serena sont que toutes les deux. Elles n'ont aucune famille autour d'eux, donc elles reposent l'une sur l'autre. Et si Lina meurt, ça veut dire qu'elle va se retrouver orpheline. Et ça, Lina ne veut pas que sa fille se retrouve toute seule, alors qu'elle n'a que 14 ans. Et donc, elle va mettre en place tout un système pour que, justement, elle ne se retrouve pas seule. Et forcément, dans l'histoire, elle écrit une lettre à Balthazar parce qu'elle sait qu'elle va mourir, elle sait que c'est inéluctable. Donc, elle écrit une lettre à Balthazar qu'elle n'a pas revu depuis 15 ans. Et donc, elle va lui dire qu'il faut absolument qu'elle lui dise quelque chose de vive voix. Et c'est quelques mois, quelques semaines avant son décès. Sauf que lui, comme il voyage dans le monde entier, il est très rarement chez lui. Il ouvre très rarement son courrier. Et quand il va ouvrir son courrier, en fait, ce sera trop tard. Il sera déjà décédé. Et en même temps que cette lettre de Lina, il va découvrir la lettre d'un notaire, Maître Gog, qui lui dit qu'il doit le contacter pour la succession de Lina. Donc, qui dit succession dit qu'elle est décédée, donc il s'en veut de ne pas avoir pu lui parler avant. Et donc, il va se rendre à Dijon pour rencontrer Maître Gog et découvrir tout ça. Donc, il va découvrir qu'il a une fille, Serena. Et voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon, je vais en dire trop du roman. C'est un roman qui fait 400 pages, donc il n'est pas court, mais il n'est pas excessivement long non plus, il ne se passe pas des tonnes de rebondissements. Mais pour moi, c'était un coup de cœur. Il y a des livres que j'ai beaucoup aimés ces derniers mois, mais celui-ci, c'est sûrement celui qui me tient le plus à cœur. Il m'a mis les larmes aux yeux. Je n'ai pas pleuré, mais moi, pour me faire pleurer, il faut quand même se lever très très tôt. Je ne pleure pas facilement. Donc il m'a quand même mis les larmes aux yeux. Il m'a beaucoup touchée. Je pense qu'il y a en effet le fait que cette histoire me touche profondément parce qu'il y a des similitudes avec ma propre histoire. Donc ça, déjà, je pense que ça a joué. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un roman qui est poignant, qui est très touchant, qui touche à des sujets très différents. Le deuil, l'amour, c'est avant tout une histoire d'amour, même si ça commence par un enterrement. Ça parle aussi de l'handicap, et je trouve que ça a été très bien amené. Et ça n'apporte pas quelque chose de sombre, au contraire. On y parle également de la relation père-fille, on y parle des services sociaux. Et pour le coup, là, l'autrice s'est beaucoup renseignée et on voit que c'est tout à fait juste.
Et franchement, ça tourne beaucoup autour de ça dans tout le long du roman, dans tout le processus du roman. Et c'est très très bien fait, c'est très bien écrit. On a l'histoire qui se déroule euh, à notre époque, mais on a aussi, c'est pas des flashbacks, mais c'est comme si c'était des lettres de Lina qu'elle nous adressait à nous une fois qu'elle était morte, pour nous expliquer pourquoi elle a fait ça à telle période et tout ça. Donc il y a une lettre qui est pour Balthazar au début du roman, et après toutes les autres lettres, on va appeler ça des lettres parce qu'en plus c'est écrit en italique, c'est très différent des autres parties du roman, où on a l'impression que les lettres nous sont destinées à nous, et je trouve ça très bien fait. Les personnages sont tous très attachants et très réalistes. On peut se retrouver dans plusieurs des personnages suivant notre personnalité. Et voilà, c'est une très très jolie histoire. J'avais noté des choses, mais je pense que j'en ai oublié. Ce qui est sympa aussi, c'est que le roman se passe en France. Et pour une fois, ça se passe pas à Paris, ça se passe dans une petite ville de province, à Dijon. Et je trouve que ça apporte un petit plus aussi, un petit côté plus réaliste et plus proche de nous, je pense. Donc voilà, donc celui-ci, si vous le trouvez, si vous avez envie de le lire sur Amazon, il y est, c'est sûr. Et je vous le recommande parce que franchement, il est hyper agréable à lire. L'histoire est vraiment... c'est une très jolie histoire. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est une très très jolie histoire. Et, et je voulais dire un autre truc. Et vous savez qu'en général, je lis très rapidement quand je suis dans un livre et que j'ai envie de savoir la suite. Voilà, j'ai tendance à lire un petit peu partout dans la journée, n'importe où je suis. Et avec ce livre, ça a été très différent. J'étais tellement attachée aux personnages et j'aimais tellement être dans cet univers avec eux que j'ai fait durer le roman. Alors que d'habitude, dès que j'ai un moment, je prends le livre et je continue l'histoire. Sauf que là, il y a des moments où j'avais du temps pour lire, mais je repoussais parce que j'avais pas envie que ça se finisse trop vite. Donc il y a des moments où au lieu de prendre le livre, eh ben, j'allais voir mes enfants, jouer avec mes enfants, j'allais traîner sur Instagram ou écouter une vidéo YouTube. Voilà, alors que d'habitude j'ai envie d'avaler l'histoire, là j'avais envie de savourer, d'y aller tout doucement. Il y a même des fois où je relisais certaines lignes ou certaines pages, pas parce que je les avais pas comprises, ni parce que je m'étais endormie sur le roman, mais juste parce que j'avais envie de savourer cette histoire, les phrases, les émotions qui étaient décrites. C'était vraiment très agréable. Un roman très lumineux et très optimiste malgré le sujet, parce que le sujet de base c'est quand même le deuil d'une enfant de 14 ans, donc c'est pas rien. Et pourtant c'est un livre rempli d'amour et voilà. Donc je ne connaissais pas cette autrice, mais franchement je vais aller faire fouiller ses autres romans, parce que ce n'est pas le seul. Elle en a écrit au moins 5, je crois que j'ai vu au moins 5 titres. Donc je vais me le mettre dans mon petit carnet, dans les autrices favorites, parce que franchement j'ai beaucoup aimé son histoire, sa plume, la manière dont l'histoire s'est déroulée. Donc pour moi c'était vraiment un gros 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 coup de cœur. Voilà, je crois que il est au-dessus du livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Un léger malentendu. J'avais beaucoup aimé cette histoire-là aussi, mais celle-ci elle est largement au-dessus. Voilà, c'est vraiment mon livre préféré pour l'instant de 2023. Je l'ai vraiment adoré. Voilà pourquoi je l'ai fait durer aussi longtemps. J'avais vraiment envie de savourer la moindre page de ce roman. Donc je vous invite vraiment à le lire. Il est vraiment fantastique. Voilà. Donc, et je l'ai terminé oui, hier soir. Je l'ai terminé hier soir. Et du coup, bah, après, j'ai dû me choisir une autre lecture. Et vous avez pu voir dans le dernier reading vlog, je pense, que j'étais allée à la bibliothèque la semaine dernière. Et donc j'avais emprunté un Agatha Raisin. Et là c'est le tome 3. Je l'ai commencé hier soir, à la suite de l'autre. Et j'ai toujours la même sensation quand je commence les Agatha Raisin. Au début je trouve ça ennuyeux. Je crois que je vous ai déjà dit la même chose pour le premier et pour le deuxième. Au début de l'histoire il se passe rien. À chaque fois, enfin là c'est la deuxième fois où on revient de vacances. Ok. Il y a une nouvelle habitante, ok, et à chaque fois James Lacey passe du temps avec celle-ci, et du coup Agatha Raisin est jalouse. Ça fait de la suite où ça commence de la même manière, et honnêtement ça m'a un petit peu saoulée hier soir. Je me dis ça fait vraiment cucul à praline et vieillot, et voilà.
tant que l'histoire, tant qu'il n'y a pas de meurtre, en fait, je trouve ça saoulant. Et là, il n'y a toujours pas eu de meurtre. On en est déjà à la page 67. Et il fait que 250 pages. Ouais, même pas. Et on est à la page 67 et il n'y a toujours pas de meurtre. Donc voilà, pour l'instant, je suis déçue. Ça tourne en rond. C'est trop long. Enfin, Agatha Raisin, ouais, elle est attachante, mais voilà. Donc je sais pas si je vais continuer la saga, parce que là j'avais commencé, là c'est le troisième, on est au mois d'avril, j'en ai eu un, je crois que c'était en mars ou début avril, et l'autre, je sais pas, 3-4 semaines avant. Donc je m'étais dit un par mois, comme ça en fait pas trop d'un seul coup. Mais honnêtement, si c'est à chaque fois comme ça, je suis pas sûre de continuer la saga. Ça commence un petit peu à me saouler. Donc voilà, donc là je vais continuer parce que j'aime pas arrêter un roman en cours de route. Mais comme j'ai plein de livres qui m'attendent et qui sont aussi, qui ont l'air très très sympas, je pense que celui-ci, je vais vite l'expédier quand même pour savoir l'histoire, savoir qui est mort et pourquoi. Mais voilà, donc je pense que, bon là on est vendredi, donc je pense que ça va m'occuper le week-end, donc au moins jusqu'à demain. Et donc voilà, et je vous reprendrai lundi, je vous dirai si je l'ai fini, ce que j'en ai pensé, et si j'en ai commencé un autre. Voilà, à plus tard. Salut tout le monde, nous sommes le mardi 2 mai. J'avais complètement oublié que hier c'était un jour férié, donc je vous avais dit à lundi, mais en fait non, pas du tout. La dernière fois que je vous ai pris, si je me trompe pas, j'avais fini mon roman sur la liseuse. Et je crois que j'avais déjà commencé le Agatha Raisin, je crois. Donc pas de peau pour la jardinière, il est terminé, ça y est, bon ça a été une lecture très rapide finalement. Il fait moins de 250 pages et je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai trouvé que le début était vraiment très très lent. Pour avoir le meurtre, il a fallu attendre 100 pages. Donc j'ai trouvé ça quand même hyper long parce que j'avais l'impression qu'en fait tant que le meurtre n'était pas commis, le roman ne démarrait pas. Et finalement, j'ai compris que si ils avaient mis autant de temps à mettre en place le meurtre, c'est parce qu'ils voulaient nous expliquer plein de choses avant. Et finalement, ce qui se passait avant le meurtre, c'était aussi important qu'après. Et en plus, dans celui-ci, finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enquête. On sait qui a tué Marie Fortune. Mais finalement, on le découvre un petit peu par hasard. Il n'y a pas vraiment d'enquête qui est faite, enfin, en tout cas pas comme je l'aurais souhaité. Donc voilà. Après, c'est quand même une lecture assez agréable. La psychologie des personnages, les relations entre les personnages de la ville, c'est vrai que ça s'étoffe un petit peu. On voit les amitiés qui se créent, les affinités, tout ça. Donc pour ça, c'est quand même assez sympa. Mais bon, si vous cherchez quelque chose avec une vraie enquête, c'est pas ça qu'il faut lire. En tout cas, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça s'est lu assez rapidement. J'en garderai un bon souvenir, mais bon, sans plus. C'est pas le meilleur Agatha Raisin que j'ai lu. Bon, c'est que le troisième, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas le meilleur. Et après, j'ai enchaîné avec un roman que j'ai reçu vendredi dans la cube. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais recevoir 2 cubes par mois. Avec des thèmes différents. Et du coup, vendredi, j'ai reçu la 2e cube qui contenait le roman de Julien Rampin, Grandir un peu. C'était son premier roman. Entre-temps, depuis, je crois qu'il en a écrit au moins 2 autres, peut-être 3 autres, mais je crois que c'est au moins 2 autres. Et là, il est sorti au livre de poche. Et je l'ai reçu un petit peu abîmé, donc ça c'est un petit peu dommage. La boîte n'était pas abîmée, juste le livre, donc ça veut dire que c'était abîmé avant d'être envoyé. Même si le livre est abîmé, ça ne change rien à l'expérience de lecture. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve que c'est pas évident à résumer sans vous dévoiler toute l'histoire. Donc je vais vous lire la 4e de couverture et je pense que ça sera suffisant pour vous. Une vieille bâtisse en pierre au volet bleu, perchée sur une colline loin de tout. Ça se passe dans l'Auragais, donc une région qui est proche de là où j'habite, donc ça c'est chouette. C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de vinyles sous le bras
pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle, à la recherche d'une dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée, hors du temps. Hélas, le temps, lui, ne s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu. Voilà, donc c'est un roman qui se divise en 4 parties, et à chaque fois, vous avez à chaque première partie quelques petites lignes, un couplet d'une chanson. Et pour la première partie, donc c'est le printemps, et c'est un petit morceau de la chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco. Et franchement, c'est une chanson que j'adore, donc j'étais assez contente de commencer le roman dans cette ambiance-là. Je trouvais ça assez chouette. Donc je vous disais qu'il est en 4 parties, et chaque partie, justement, correspond à une saison. Et il fait, celui-ci, il fait 280 pages, même pas. Donc il se lit aussi très très vite. La première partie se déroule assez bien. On installe les personnages, l'ambiance et tout ça. Donc au début, en fait, les premières pages, c'est Jeanne qui cherche une maison avec des volets bleus, qui est très difficile à trouver. Et finalement, elle la trouve. Elle a eu une petite annonce où une dame, justement, cherchait une dame de compagnie en échange d'un loyer modéré. Et en fait, Jeanne voulait partir de chez elle. Et quand elle a vu cette annonce, elle s'est dit, pourquoi pas. Jeanne est quelqu'un de très timide, très réservé, qui est effacé. Et du coup, quand elle rencontre cette dame qui est tout le contraire, très extravertie, joyeuse et tout ça, et ça match quand même. La dame, enfin la vieille dame est très accueillante et elle met tout de suite Jeanne à l'aise. Et du coup, Jeanne va emménager chez Raymonde. Alors Jeanne, on ne sait pas trop quel âge elle a, on ne nous le dit pas, mais je dirais dans la trentaine, je dirais 30-35 ans, je pense que c'est à peu près ça. En tout cas, pas encore la quarantaine. Et donc, elle va rencontrer cette vieille dame, elle va emménager avec elle. C'est une vieille ferme qui a été rénovée et qui est divisée en 3 appartements. Celui de Raymonde, celui de Jeanne et celui du petit-fils de Raymonde qui s'appelle Lucas, qu'elle va commencer à connaître, qu'elle va découvrir aussi. Et Raymonde aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son petit-fils. C'est son soleil, c'est sa raison de vivre et tout ça. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. Et petit à petit, les relations vont évoluer. Ils vont en apprendre de plus en plus les uns sur les autres. On va savoir pourquoi Jeanne est partie chez elle. On va aussi comprendre pourquoi Raymonde veut une dame de compagnie. On va aussi découvrir pourquoi Lucas vit chez sa grand-mère. Voilà, plein de petites choses comme ça. Après, la deuxième partie, je la trouve... c'est la continuité de la première partie, mais je la trouve moins intéressante. J'avais un petit peu de mal à me demander... En fait, je me demandais où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. Et je voyais pas. Je voyais pas comment allait se passer la suite. Donc, c'était un petit peu... pas désagréable, mais un petit peu désorientant. Et après, quand on arrive à la troisième partie, on comprend. Ça se passe, voilà, le choc entre la deuxième et la troisième partie, c'est flagrant. Voilà, il se passe quelque chose et du coup, ça va nous emmener jusqu'à la fin du roman. Je peux pas vous dire ce que c'est, sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas, il se passe quelque chose qui va chambouler leur vie et qui va faire que chacun soit va faire des découvertes sur son passé, soit va tourner la page de son passé et aller vers l'avenir d'une façon différente de ce qu'il aurait pensé. Ça va vraiment les remettre en question et faire en sorte qu'ils se tournent vers peut-être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ou l'inverse, au lieu d'être trop tournés vers les autres, se concentrer sur eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est un roman que j'ai trouvé très touchant. Autant les 2 premières parties, voilà, c'est un roman, je ne vais pas dire quelconque, mais voilà, assez traditionnel. En revanche, la troisième et la quatrième partie, je ne suis pas quelqu'un de spécialement sensible, mais j'ai été très très émue. Plus on avançait dans le temps, plus ça m'émouvait et je n'ai pas pleuré, mais j'en étais franchement pas loin. Et j'ai trouvé ça vraiment assez troublant. Et en plus, je suis allée jusqu'aux remerciements pour vous dire à quel point j'ai aimé la fin. Et dans les remerciements, je comprends qu'une bonne partie de l'histoire
est inspiré de la vie de Julien Rampin. Donc il y a beaucoup de lui, je pense, dans ce roman. Donc c'est un petit peu un hommage à sa grand-mère, je pense, qu'il a dû beaucoup aimer. Et j'ai eu l'impression que justement, en sachant que c'était encore en plus une partie de lui-même, que c'était une partie de sa propre histoire, ça m'a encore plus touchée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Pas en totalité, mais la troisième et la quatrième partie, donc la moitié du livre, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très bien écrit, encore une fois avec des lettres. Je les retrouve beaucoup dans les derniers romans que j'ai lus, ceux qui m'ont le plus ému. À chaque fois, il y avait des lettres qui étaient envoyées, soit de leur vivant, soit de leur mort, enfin, qu'on lisait après leur mort. Donc ça, j'aime beaucoup et je le retrouve encore dans ce roman-là et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et je l'ai lu vraiment en très peu de temps, je crois que je l'ai lu en 24 heures, celui-ci. Il se lit très facilement, une fois qu'on est plongé dans l'histoire, on n'a pas envie de s'en détacher. Et donc c'est un joli roman. En plus, il y a des petits passages qui se passent à Toulouse, donc c'est une ville que je connais. Il y a quelques passages qui se passent à Gruissan. Pareil, j'y suis allée en vacances l'été dernier, donc plein de petits clins d'œil qui m'ont fait plaisir. Voilà, j'ai beaucoup aimé évoluer dans ce livre, donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le découvrir. Franchement, c'est un joli roman, un joli livre, donc voilà. D'ailleurs, il y a une libraire qui écrit que c'est un feu d'artifice d'émotion, une plume délicate, un concentré de tendresse, d'amour et de vie. Je pense que ça résume très bien le livre. Voilà, donc moi en tout cas, je l'ai beaucoup aimé et donc je remercie la libraire qui me l'a choisi pour me l'envoyer dans la box occupe parce que franchement c'était une bonne pioche et j'en suis très contente. Voilà. Bon, et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Je vais le terminer ici parce que je crois qu'on a eu quand même pas mal de choses cette fois-là. Et je vais pouvoir en démarrer un nouveau. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire s'il y a un livre qui vous donne envie de le lire. Si vous en avez déjà lu un. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.